Actualité, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous suivez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Retrouvez donc l'intégralité de l'émission à 18h sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous écoutez également sur Makona FM du côté de Guékédou. Mesdames et messieurs, ceci dit, évidemment, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. On parlera politique, on parlera de ce qui vous intéresse évidemment, mesdames et messieurs, avec toute l'équipe du jour, les grandes gueules avec Jacques Léoua Leno. Mon cher Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour l'ami. C'est bien allumé, bonjour, voilà. Bonjour à tous. Bien, bienvenue. Bonjour Madame Hiro. Bonjour Lamine. Ça va? Elle vient d'arriver. Ah, eh bien d'accord. Je viens de vivre un terrible accident de la circulation à la tannerie. Mince. Wow. C'est juste incroyable. En fait, c'est minibus. Ces minibus qui sont pressés plus que tout le monde. En fait, moi, c'est quand j'ai entendu le bruit sur ma voiture, le temps pour moi de regarder derrière, je lève la tête, je vois le monsieur sous les pneus du minibus qui a été traîné sur près de 5 mètres. Les deux pieds carrément, tu sens que les pieds sont fracturés, saignant du nez. Il a fallu que les citoyens poussent le minibus pour qu'on puisse tirer le monsieur. En fait, le monsieur, il conduit un minibus, il sait qu'il n'a pas de frein. Le feu passe au vert. Le temps de patienter que la file suive son cours normal, lui décale carrément. Il cogne une moto qui va se renverser devant et l'autre qui n'a pas eu de chance est tombé. Il l'a traîné sur près de 5 mètres et Dieu seul sait s'il pourra s'en sortir. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont à quelques mètres de là. Et heureusement aussi, je le dis parce que le plus souvent, c'est un corps qui est démuni. Souvent, ils n'ont pas de carburant, souvent, ils ne sont pas équipés. Heureusement, il y avait du carburant dans le véhicule. Ils sont arrivés et je pense qu'il faut éduquer les populations à faire en sorte que quand il y a un accident, qu'on ne se précipite pas sur la personne, sur la victime. Les gens étaient là, il y en a même qui ont envoyé un pagne pour couvrir le monsieur. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas couvrir, vous ne savez pas s'il est décédé ou pas. Ouais. Parce que sous l'effet du choc, on peut avoir l'impression que la personne est partie. Et quelques minutes après, le monsieur a commencé à bouger. Alors qu'il y avait déjà quelqu'un qui voulait couvrir la personne. Et les gens sont là, chacun veut toucher. Vous n'êtes pas spécialiste en la matière. Vous ne pouvez pas toucher la personne, vous ne pouvez pas faire bouger le corps parce que vous n'avez pas subi de formation pour ça. Je pense qu'il y a une véritable éducation à faire à tous les niveaux. Au niveau des conducteurs, au niveau des populations. Les gens sont là, révoltés pratiquement. À peine les agents, les sapeurs-pompiers arrivent à faire leur travail. Il y a des gens qui crient. J'ai dit, mais laissez-les, ils font leur travail. Pour eux, ils sont arrivés, il faut juste prendre le monsieur comme ça. Alors qu'il y a des méthodes à suivre. Si par exemple, il y a une fracture, ils ont des effets avec eux. Il y a une façon de couvrir le pied, couvrir l'autre pied qu'on dirait fracturé avant de prendre la personne accidentée et la mettre sur la civière. Donc, il y a une véritable éducation citoyenne à faire à tous les niveaux. Les chauffeurs, les populations. Vous êtes survoltés, oui, mais en attendant, il y a la vie de quelqu'un qui est en danger. Les gens qui sont venus le sauver, laissez-les faire leur travail. Ouais. Je pense que c'est terrible ce que j'ai vécu ce matin. Ouais, je comprends très bien, madame. C'est traumatisant, je comprends très bien. C'est traumatisant. Le monsieur qu'on voit, un jeune de la trentaine qui est peut-être sorti le matin pour aller travailler, il se retrouve sous le minibus comme ça. Qui sait, Dieu seul sait s'il va s'en sortir parce qu'il saignait du nez, de la bouche. Il faut croiser les doigts pour lui. Ouais. Mais je pense que les gens doivent faire attention. Quand le feu passe au vert, vous n'êtes pas plus pressé que tout le monde. Patientez que la file suive son cours normal. Après, vous venez derrière. Mais dès que le feu est passé au vert, il a décalé carrément. Et voilà les conséquences. Ouais. C'est peut-être une vie qui va être perdue s'il a plus de chance. Il s'en sortira avec les pieds fracturés. Peut-être, qui sait, s'il n'aura pas, je ne sais pas, un traumatisme à vie. Ouais, j'imagine, madame. Je comprends très bien que vous êtes abasourdi ce matin et c'est compréhensible. Voilà, mon cher Jacques, hein, voilà, encore une fois, accident de la circulation donc à Conakry. Oui. On n'en parlera jamais assez. Hein. Oui, c'est bien grave de vivre ça. Parce que ça choque et on a bien pu comprendre avec, si vous voulez, l'émotion avec laquelle madame a expliqué ça. Et j'imagine tous ceux qui étaient autour et qui ont vu ça. Parce qu'après, on peut d'une minute à l'autre passer des vies à trépas par la volonté ou l'inattention de quelqu'un qui n'a pas pris ses précautions.
Ça m'amène, si vous voulez, à anticiper un sujet qui est prévu là-bas. Ouais. C'est les mesures prises hier par le ministère des Transports pour organiser un peu la circulation des engins à 2 roues et à 3 roues à Conakry. Je pense que finalement, il faut aller au-delà, parce qu'on en a parlé suffisamment dans ce pays. La question des minibus, c'est une préoccupation. Ils sont les plus pressés et ce sont des véhicules qui ne sont pas souvent en bon état. Hier, quand on a imposé, même si c'est déjà le constat que nous avons, que les tricycles partent de la T7 à comment on appelle ça, à Dixil, donc en utilisant l'autre corniche, on veut donc leur trouver un espace où ils peuvent rester sans pour autant se confondre aux autres moyens de déplacement qui sont utilisés sur nos routes. Si on avait la possibilité de trouver une telle voie pour les minibus à Conakry, ça allait sauver beaucoup de vies. Je suis d'accord avec toi. Ça allait sauver beaucoup de vies et beaucoup de véhicules aussi. Parce que si vous êtes dans la situation, soit vous faites comme eux, après vous partirez avec votre véhicule complètement caillassé, ou alors vous êtes obligé de les attendre qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Après, vous prenez votre situation. Ils n'aiment pas attendre, ils sont les plus pressés. Or, les véhicules, comme on peut bien l'imaginer, ne sont pas souvent bien entretenus. Donc, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas observer comme ça. Je comprends très bien, mais tu vois, il y a eu tellement de mesures comme ça, mais à chaque fois, on revient, parce que ce n'est pas une première, hein, c'est qu'on a entendu. C'est pas une première, parce que ça, j'ai dit qu'on allait en parler, forcément, parce que la mesure d'hier, par exemple, pour ce qui est de la circulation des taxis-motos dans la commune de Kaloum, il y a une mesure qui a déjà été prise. Et je ne comprends pas qu'à chaque fois un ministre arrive, il prend une même mesure. Alors qu'on aurait dû tout simplement appliquer la mesure qui est déjà... L'État, c'est la continuité. Voilà, l'État, c'est la continuité. Quand une mesure a été prise et qu'elle a souffert dans son application, lorsque vous arrivez et vous voulez faire mieux, vous faites appliquer la mesure tout simplement. Après, bon, on peut continuer toujours à se poser des questions parce que la circulation aujourd'hui à Kaloum, c'est encore un problème. Vous allez dire aux conducteurs de taxi-moto de se limiter au pont du 8 novembre. Vous voulez que Kaloum garde tout le prestige qu'il devrait avoir. D'accord. Mais si ce n'est pas maintenant qu'on est en train de faire un peu de route à Kaloum, c'est difficile d'utiliser des véhicules pour... Malheureusement, c'est une triste réalité, donc, mon cher Jacques. C'est une autre préoccupation. Le développement, c'est tout à fait un problème entier. Vous ne pouvez pas agir seulement sur les conducteurs tant que vous n'avez pas de voies de déplacement appropriées pour cela. Moi, je pense que si on avait aujourd'hui des routes en quantité, des routes, si vous voulez, assez larges, il fallait envisager, pourquoi pas, un axe qui serait utilisé par ces véhicules. Il faut rêver, évidemment. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que... il faut rêver en arriver là, un jour. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Tamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on parle de droits humains en Guinée, Amnesty, donc des violations graves, mon cher ami. Oui, il s'agit de la situation des droits humains observés dans le monde. Donc pas qu'en Guinée, dans le monde, la question des droits humains est observée par Amnesty International. Vous savez aussi que Human Rights Watch travaille sur ce même registre-là. Les droits humains sont donc abordés sur ces questions-là plus généralement. Sur le cas guinéen, on ne peut pas dire que le rapport, avec les camarades tout à l'heure, on l'épluchera, on l'égrenera. Mais on ne peut pas dire que la situation, elle est luisante. Il y a de véritables problèmes que nous-mêmes, à partir des studios, nous-mêmes à partir des organisations de défense des droits humains, des organisations politiques, des organisations de la société civile, avons dénoncé. Il n'y a pas plus de surprise, pour moi en tout cas, à l'intérieur de ce rapport-là qui concerne la période 2022-2023. Vous savez un peu comment ils fonctionnent, ils observent un peu la situation des droits humains dans le monde. Et donc, Lamine, c'est quand même important de relever un certain nombre d'aspects à l'intérieur de ce rapport sur la situation de la Guinée. Moi, je veux simplement dire, avant d'aborder ces éléments-là, ces aspects-là,
qui, je sais, sont déjà parvenus à Sékou Touréa, parvenus à la primature, à la primature, au ministère de la Justice. Moi, je pense qu'il faut avoir une oreille attentive à ces choses-là. Ouais. Parce qu'en réalité, il s'agit de faits. De faits. Ce sont des faits qui sont évoqués à l'intérieur. On le verra tout à l'heure. Il y a ces faits-là, ce ne sont pas des choses inventées qui ont eu lieu sur le territoire guinéen. Alors, lorsque l'État n'est pas d'accord de dire c'est de notre responsabilité que c'est arrivé, il lui incombe encore la responsabilité d'ouvrir des enquêtes et éventuellement aller jusqu'à des procès pour établir la responsabilité de ceux-là même qui auraient fauté, qui auraient agi ou même qui auraient pris la vie à des Guinéens. Ouais. Alors, un premier thème qui est évoqué dans ce rapport-là, c'est celui de la liberté d'expression et d'association et de réunion. Et de réunion. Ouais. Il y a quand même un certain nombre de faits qui sont relevés. Je disais que c'est sans surprise, parce que nous-mêmes, déjà dans ce studio, sans nous être prêtés à tout l'exercice que Amnesty International a dû réaliser, on l'observait déjà. La première des choses, c'est l'interdiction systématique des manifestations jusqu'à la période des campagnes électorales. Ouais. Vous vous souvenez du mois de mai 2022, le CNRD a donc pris cet acte. Nous avons largement commenté cette actualité-là. Encore inutile de redire au CNRD que nous pensons que c'est une mesure improductive. Il y a des instances en charge de la gestion des manifestations. En Guinée, ce sont les municipalités. Pourquoi s'y inviter? Ça aurait été plus simple de laisser aux municipalités la responsabilité de recevoir les informations de manifester, de les étudier, de les examiner, d'évaluer les risques, les pour et les contre liés à chacune des manifestations en les contextualisant. Et c'est sur cette base que les décisions de dire oui, nous accompagnons la manifestation, non, nous l'interdisons, peuvent être prises. Et ça relève encore des municipalités. Pourquoi s'embêter, CNRD, avec cette démarche-là? Moi, je dis encore une fois que le CNRD devrait justement entendre cela. Mais au-delà de cela, il y a la question de la dissolution du FNDC. Oui. Et vous avez vu tout le commentaire qu'il y a eu autour. On vous dit, tout premièrement, le FNDC n'existe pas. Il n'existe pas. C'est l'État qui le dit. Oui. On a entendu Mori, et bien avant Mori Condé, on a entendu ce discours avec le régime Alpha Condé. On dit qu'il n'existe pas, mais on le dissout quand même. On prend la peine de dissoudre une organisation fantôme, quoi. C'est ça. Voilà, on s'invite dans la virtualité du FNDC, on s'y invite, on lui donne corps, on lui donne vie, et à partir de ce moment-là, on décide tout simplement de le supprimer. Et vous avez bien vu que c'est la haute commissaire, je crois, des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est revenue sur les risques liés à une telle démarche. Vous voyez bien qu'on est facilement, on glisse dans une sorte d'organisation. Mieux, on se fait soi-même, et sans le savoir, j'ai envie de dire, à son insu, on se fait l'écho d'organisations qui, j'ai envie de dire, initialement, n'ont pas nécessairement la même notoriété, le même prestige, si vous voulez, la même influence. Mais en agissant de cette façon-là, on donne plus de force à des acteurs spécifiques. Vous avez vu le cas Abdoul Sako, on est revenu là-dessus, ce qui a pu se passer. Et donc, sur ce premier chapitre, ce sont les grandes observations de Amnesty International qui, somme toute, ne sont pas nouvelles du tout, qui ont déjà été évoquées, et donc ce n'est pas une invention du tout. Et puis, il y a des arrestations et des détentions arbitraires, d'après ce rapport. Alors, vous avez vu la première arrestation de Diani Alpha, de Fonike Mengue, de Billo, c'était à Kipé. Vous avez vu la manière assez bien orchestrée, notamment par le FNDC, qui a résisté à cette interpellation, arguant
Et c'est de bonne guerre que l'interpellation était illégale puisque sans mandat. Et vous avez vu la façon dont l'interpellation s'est passée. Et devant les caméras filmé, en plus. Hein. Ça a été filmé. Ben, bien sûr. Ça a été filmé. Voilà. Mais c'est il y avait bête, pas de... c'est incroyable. Ben, vous avez bien vu que finalement vous prêtez le flanc à une telle communication. Mais plus loin, les gars ils vont être tout simplement relaxés sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Ils seront relaxés. Et ça donne du sens à l'affirmation, à l'accusation d'arrestation arbitraire là-dessus. En revanche, sur le dernier palais, sur la manifestation du 28 juillet, vous vous souvenez, c'était une des plus violentes qu'on ait eues en Guinée, la manifestation du 28 juillet. Des particuliers ont été arrêtés, leurs véhicules ont été caillassés, des biens ont été spoliés, il y a eu des attouchements d'une certaine gravité, il y a eu des témoignages, tout ça dans le cadre de cette manifestation-là. Et puis, de l'autre côté, il y a eu également des gens qui tombent, le rapport l'évoque. Je vais plutôt m'arrêter sur ce deuxième-là. J'imagine bien que les camarades aussi ont pas mal d'autres choses à dire. Mais je dis encore une fois, Lamine, qu'il appartient à l'État, quand il y a violation des droits de l'homme, quand il y a mort d'homme, quand il y a violence particulière, il appartient à l'État guinéen d'établir les responsabilités, de savoir qui est à l'origine de quoi, quelle responsabilité incombe à quel acteur. Parce que ce jour, et je n'ai eu de cesse de le dire, cette manifestation du 28 juillet, on a pu la voir, c'était très violent. Il y a eu des violences sur les manifestants. L'État ne nous a pas dit jusqu'à date qui sont les responsables. Mais sur les actes de violence commis sur des citoyens par des manifestants, on ne peut pas occulter la responsabilité des organisateurs. Je n'aurai de cesse de le dire, advienne que pourra, on pourra le commenter comme on veut. Quand on organise une manifestation et qu'il y a des manifestants qui s'en prennent à des Guinéens, il appartient aux organisateurs d'assumer leurs responsabilités, tout au moins en condamnant. Tout au moins en condamnant ces actes de dérive. Mais ni le FNDC, ni les acteurs politiques, ni même aucune autre organisation de la société civile n'a jamais condamné ces cas de violence perpétrés sur des citoyens dont les véhicules ont été caillassés, dont certains ont été physiquement violentés, dont des biens ont été détruits ou spoliés. Tout ça, il n'y a jamais eu de condamnation de la part des organisateurs. Et face à cela, justement, il incombe, autant que l'on demande à l'État de faire la lumière sur les violations des droits humains, il incombe aux organisateurs de ces manifestations-là d'assumer leurs responsabilités en condamnant. C'est un premier pas à prendre. Et en répondant, si la question leur était posée, s'ils étaient invités à le faire, en répondant de leurs responsabilités vis-à-vis des institutions, des juridictions de l'État. Voilà, on va continuer évidemment à commenter ce rapport. Mohamed Mara nous a rejoint, mon cher Mohamed. Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Voilà, déjà, on nous annonce un gendarme condamné donc à 10 ans de prison pour la mort d'un manifestant. On a vu ça ce matin très tôt. Allez-y, Mohamed. Vous avez parcouru aussi ce rapport. Oui. Oui, la famille va même faire appel, on en parlera après. Ces rapports, on a l'impression que les années se succèdent et se ressemblent. C'est ce que je trouve dommage. C'est-à-dire que quel que soit les régimes en Guinée, quelle que soit l'expression de vœux pieux, vous avez à un moment donné quand même des forces liberticides, des forces du mal qui parviennent peu à peu à reprendre du poil de la bête et à prendre de l'ascendant, j'ai envie de dire, sur malheureusement la conduite des affaires publiques. Tout ce qu'on voit dans ce rapport, ce n'est pas une première. Même en fin d'année dernière, Amnesty, dans les rapports, c'est quasiment les mêmes choses. C'est quasiment les mêmes choses. Mais ce qui me chagrine, c'est que ces rapports nous rappellent des principes fondamentaux auxquels la Guinée a librement souscrit depuis 60 ans pour certains, depuis 65 ans pour d'autres. C'est ça, en fait, moi, mon problème. C'est cela, mon problème. Et, par exemple, en parlant de liberté d'expression, d'association et de réunion, on ne nous apporte aucun fait nouveau.
Là, Tamba a donné quelques exemples et tout, mais Amnesty n'apporte aucun fait nouveau. Amnesty se limite simplement à rappeler des principes. Il aurait été intéressant peut-être qu'on ait M. Souleymane Ba ce matin, le directeur exécutif d'Amnesty Guinée, pour comprendre, et pourquoi pas Fabien Hoffner, le chercheur sur la Guinée, pour comprendre les faits exacts sur lesquels ils sont partis. Mais ce qui est rappelé ici, ne l'oublions pas, ce sont des choses qu'on dénonce depuis bientôt 1 an. C'est-à-dire, c'est des interdictions absolument illégales qui violent à la fois des textes guinéens, mais aussi des engagements internationaux de la Guinée. C'est ce qu'on ne comprend pas. Récemment, rappelez-vous, il y a 2 semaines ou un peu plus, si je ne m'abuse, M. Ousmane Gawal Diallo, il y a 2 semaines, je crois que c'était sur RFI, il a dit qu'il n'y a pas d'interdiction de manifester en Guinée. Je ne sais pas si vous avez vu l'article sur RFI. Moi, je suis tombé de nu. Il y a de quoi? Je suis tombé de nu. Pourtant, les faits sont là, datés, documentés. Depuis mai 2022. Il y a une décision qui a été prise dans ce sens. Justement. Le gouvernement. Ça a été bien lu. avant, d'ailleurs, Amnesty dit mai. On le cite même dans le rapport. Amnesty dit mai 2022, mais bien avant. Rappelez-vous que déjà avant l'arrivée, comment il s'appelle, de Ouattara et de qui Ouattara était venu ici avec, il y a eu 2 chefs d'État qui sont arrivés ici après. Nana Akufo-Addo, juste avant l'arrivée des 2, rappelez-vous que le CNRD avait déjà interdit les manifestations, les rassemblements de toute nature. Ça, c'est juste, c'était après l'arrivée de Sékou Koundono et Diani Alpha. Si vous vous souvenez, les jeunes leur avaient organisé une petite réception. Et d'ailleurs, ils avaient été sommés de s'expliquer, parce que l'interdiction existait déjà. Et je me rappelle, lorsque les 2 présidents arrivaient, à l'époque, j'avais dit sur les ondes, oui, CNRD, moi, je suis très heureux de votre arrivée, mais si vous avez interdit pour les uns, interdisez aussi pour les chefs d'État. Parce que là, à l'époque, il fallait mettre la pression sur ces 2 chefs d'État. Et effectivement, on a autorisé, on a vu plein de jeunes, des centaines de jeunes à l'aéroport de Conakry, qui sont allés jusqu'à dire ADO 0, vous vous rappelez, CEDEAO 0. Je me souviens. On ne peut pas interdire pour certains, autoriser pour d'autres. Cela a continué. Mais les rassemblements, il y en a régulièrement. Il y en a. Mais bien sûr. Il y en a en réalité régulièrement dans les tournées des ministres et tout. Il y a des mobilisations qu'on fait régulièrement. Maintenant, mais ce dont on parle, chaque fois, et c'est une observation qu'on a interdit des manifestations, il y a eu des dérapages énormes. Et on leur dit, ne prêtez pas le flanc, autorisez ces manifestations et encadrez-les. On a quelqu'un aujourd'hui à la tête de la gendarmerie qui est un expert justement de l'encadrement de ces mouvements de foule. Colonel Bala Samoura, combien de fois nous avons... Général, oui, colonel, parce que l'époque justement dont je parle, il l'était encore, mais le général Bala Samoura était sur le terrain. Nous, on allait couvrir les manifestations et tout, mais rappelez-vous, le général Bala en train de faire des checks aux manifestants et tout, respecter des jeunes et tout. Il n'y a jamais eu de dérapage quand la gendarmerie et la police ont encadré une manifestation. Mais c'est quoi? De quoi a-t-on peur? Bien. De quoi a-t-on peur? Ça, c'est un. Mais moi, je n'aime pas qu'on nous rappelle cela. Vous interdisez, vous savez que c'est illégal. Les Nations Unies vous interpellent. Les États-Unis vous interpellent. Et à chaque fois, c'est le garde des Sceaux et le ministre des Droits de l'Homme qui sort, qui veut contester quoi? Les rapports quand même des Nations Unies, les rapports des États-Unis. Ça me fait rire quand même. Ça me fait quand même rire là. Les ONG, oui, on a pris l'habitude de s'attaquer aux ONG. Ok, mais ces États-là, les Nations Unies aussi et l'Amérique aussi ne sont pas aussi sérieux souvent dans leurs rapports. C'est ce qu'on veut dire? Non. Parce que souvent, parce que le travail les rapports des Nations Unies, il ne faut pas l'oublier, ça s'appuie sur le rapport des ONG locales. Souvent. Sauf que pour le Conseil, justement, des droits de l'homme, c'est différent. Bien. Même l'État lui-même, l'État lui-même leur adresse aussi des réponses à Genève. Ne l'oubliez pas. Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, chaque année... Ce que je vous dis, par exemple, pour ce qui est des ambassades des États-Unis, la mine, c'est sur la base des ONG, notamment américaines. Ces rapports-là leur sont adressés. Mais qui travaillent avec des ONG locales. Et pas que. Ce sont elles qui fournissent ces informations-là. Et pas que. Même dans les partenariats, écoutez, ça c'est quand même quand tu as servi dans ce circuit, tu peux en témoigner. Il leur est interdit, en tant que partenaire technique,
ces ONG venues, il leur est interdit d'agir directement sur le territoire. Oui. C'est sur les ONG locales qu'elles s'appuient. Je suis d'accord. Les antennes locales. Oui, mais Et attends, en effet. attends, Tamba, tu dis quelque chose, une chose et son contraire. Qui leur interdit d'agir directement sur le terrain? Qui? Mais c'est l'État. Et c'est quoi le but? C'est la loi, ça. Non, oui, mais attendez. Il leur arrive de venir faire des enquêtes ici. Non, en dehors de ça, Il leur arrive Amnesty de dont nous venir parlons, travailler. attention, Amnesty a des équipes locales en Guinée. Et à part ça, ils ont et à des part chercheurs. ça, le bureau de Dakar, À part je viens ça. de vous dire le nom de Fabien Non, c'est Ancet. ce que je dis. Ils viennent en Guinée. Amnesty International. Viens en Guinée. Je t'explique, Ils ont un bureau, ils mais ont des les représentations chercheurs viennent ici. agréées. Voilà. Pour que Amnesty puisse travailler. Mais Avec pas les sur recherches. d'autres ONG. Non, non. C'est des ONG locales. Eux, ils sont là. Tamba, ce que je vais te C'est dire. des ONG locales. Je connais le cas de Amnesty. Amnesty elle-même est en Guinée. Oui, mais Et en comment? Comment attends. ça se passe? Si on peut s'écouter, Je peux on le se dire, comprendrait. je peux le dire. J'ai dit. Quand Amnesty veut s'installer le en cas Guinée, de Amnesty. la démarche est simple, Mohamed Marahi, tu la connais. Quand Amnesty veut s'installer en Guinée pour avoir ses représentations en Guinée, il faut aller vers le ministère de l'administration du C'est le territoire et obtenir cette autorisation. Et ce ne sont pas des acteurs de Amnesty, à moins d'avoir un programme particulier qui nécessiterait de faire venir un expatrié. À moins de cela, mais pour le corps représentatif de Amnesty, c'est des Guinéens, c'est une organisation de droit guinéen, Mais c'est tout simplement. Mais on dit la même chose. Moi, je suis d'accord. Tu as dit sur des ONG. Je ne dis non, pas sur des ONG. Le cas de Amnesty, Amnesty elle-même est représentée en Guinée, a des gens, ses propres activistes en Guinée. C'est ce que je dis. Et en plus de cela. Comme une ONG locale. Oh, mais attendez, Amnesty. Comme une ONG locale. Et c'est parfait. Et quand pour moi, quand c'est une ONG locale, justement, qui vit ce qu'on vit au quotidien, qui fait le rapport, je trouve cela encore plus crédible. Parce que là, on ne va pas dire ils sont restés à Washington, ils sont restés à Paris ou à Genève. Vous dites la même chose en fait. Il y a une incompréhension. Tu ne diras pas que tu ne le connais pas. Il est régulièrement en Guinée lui-même. Suleiman Ba, il vit ici. Des activistes, tous, ils sont tous ici. Dans mon propre cas, comment on appelle ça, récemment face à Charles Wright, tu sais combien d'échanges j'ai eu avec Amnesty? Ils appellent, ils viennent, ils sentent. Bizarrement, c'est RSF, bizarrement, qui n'a pas pipé mot, qui n'a pas levé le doigt. Mais Amnesty et d'autres organisations étaient là. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils sont bien sur le terrain. Il y a d'autres organisations, je suis d'accord, qui... Nous parlons de la même chose. Maintenant, on ne peut pas décrédibiliser cela. Je dis qu'ils sont sur le terrain. En matière de pas d'arrestation et de détention arbitraire. Vous voulez me dire que cela a cessé en Guinée? Mais non, pas Lorsque du tout. des gens sont embastillés depuis 8 mois, depuis 10 mois, sans jugement, la détention elle devient purement arbitraire. Comment des prisonniers dans un pays peuvent dire nous allons en grève de la faim pour être présentés à un juge et être jugés? C'est quand même la Guinée, ça. Inédit. Des gens qui jeûnent, les homicides dont on parle. Et à part ce premier cas dont nous connaissons aujourd'hui, qui connaît un début d'épilogue avec la condamnation du commandant Moriba. Mais il y a combien de morts depuis? Est-ce que les cas sont élucidés? Au début, Charles Wright, comment il s'appelle, procureur général, on applaudissait parce que dès qu'il y avait un cas d'homicide, tout de suite, il y avait l'ouverture d'une enquête. Aujourd'hui, plus personne ne pipe mot. Le procureur général ne s'exprime jamais là-dessus. On n'entend rien. Donc le cas des homicides qu'ils épinglent, je vais terminer en une ligne. Le cas des droits, notamment des personnes détenues. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? On a besoin de le rappeler, le cas, quand on parle de droit à la vérité, à la justice et des réparations. On a besoin de le rappeler parce qu'on est dans le cas d'espèces. C'est cela que ces ONG sont en train d'épingler. Loin pour moi de jeter le discrédit sur la Guinée, ça doit nous titiller, nous rappeler à l'ordre. Nous dire que nous avons des progrès à faire dans ce domaine-là. On est en train de faire des progrès dans le domaine des travaux publics. Oui, mais tout ça, c'est bon de développer un pays. Droit à la vérité, il est humain. À la justice et des réparations. Humain, voilà, violence faite aux femmes et aux filles, Madame Hiro. Il y a ce point aussi qu'on a soulevé dans ce rapport. Voilà. Vous ne passez pas à l'antenne. Il y a ce point qu'on a soulevé, Lamine, sur les violences faites aux femmes, sur le fait que des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles n'aient pas pu obtenir justice, même si il faut mettre le bémol sur le cas, par exemple, Massila. La procédure est en train de se tenir, mais il y a beaucoup de cas dont on a parlé. Ils ont rappelé, par exemple, le cas des femmes, de la centaine de femmes qui a été violée le 28 septembre 2009. À l'époque, même si ce n'est pas sous l'ère du CNRD,
grandes gueules. Rappeler le fait qu'aujourd'hui, le procès ait pu s'ouvrir. Et ça, je pense que c'est une note positive qu'il faut saluer, comme pour dire qu'en fait, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas là uniquement pour fustiger. Parce que sinon, on aurait pu omettre, parce que on suppose que c'est quelque chose de gagné quand le procès s'est ouvert. Mais il y a aussi d'autres victimes. Aujourd'hui, Lamine, qui préfèrent se taire. C'est dans ce cadre-là que je voudrais rappeler à Tamba que ce n'est pas forcément l'antenne locale qui travaille. Il y a des chercheurs qui viennent d'ailleurs pour mener leurs propres enquêtes sur le terrain. C'est le cas d'Amnesty, le cas de la FIDH parfois. Par exemple, vous avez la FIDH qui travaille avec l'OGDH, mais il y a des experts qui viennent faire leur constat eux-mêmes de visu, pour ne pas dire qu'ils ont, par exemple, improvisé les choses ou bien qu'ils sont restés de l'autre côté pour faire le travail. On a, par exemple, dans le cas des violences sexuelles dont on parle, moi je me rappelle que Fabien est arrivé ici, il a fait le tour du pays justement pour faire un rapport récemment qu'on a partagé ici sur les cas de violences sexuelles. Et donc, on a l'impression que c'est quelque chose que nous savons depuis tout le temps, tout ce qui est dans ce rapport, parce que nous le vivons au quotidien. Pourquoi ? Nous sommes des médias, nous vivons les choses au quotidien. Et les ONG font quoi? Elles font du monitoring, par exemple à travers l'antenne locale, mais aussi à travers des experts qui peuvent venir juste pour constater également, parce qu'eux sont spécialisés dans ça, ils sont formés pour ça, pour faire des études. Voilà pourquoi généralement les membres de ces ONG qui sont installés localement ont une obligation de réserve. Tant que par exemple un rapport n'est pas publié, c'est vrai qu'ils font du monitoring ici, mais tant que l'antenne, je veux dire régionale ou la grande antenne n'a pas publié un rapport, par exemple, vous avez ceux qui sont là, ils ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on évite justement qu'on dise qu'il y a parti pris, qu'il y a ceci ou cela. Mais ce qu'il faut relever, Lamine, ce que nous vivons ici, là, ce qui a été signalé, que ce soit par rapport à l'interdiction des manifestations, que ce soit par rapport aux pertes en vies humaines, que ce soit par rapport au cas de violence sexuelle, que ce soit par rapport au droit, par exemple, de savoir, à l'obligation, à la redevabilité des comptes par rapport, par exemple, à l'ancien pouvoir, à l'ancien président Alpha Condé, qui est également poursuivi pour crime de sang avec beaucoup de ses proches. Ce qu'il faut dire, c'est que le monde nous regarde. Les violations des droits humains, c'est vrai que c'est partout dans le monde. Des grandes gueules. Il y a des pays où les journalistes perdent des vies. On a vu au Cameroun, où depuis le début de l'année, il y a deux journalistes qui ont perdu la vie. Mais en fait, il ne faut pas s'inspirer du mauvais exemple. On n'a pas besoin, en Guinée, de revivre tout le temps la même situation. Comme ce qui se passe actuellement en France. Hein, voilà. Justement, ça se passe un peu partout. Mais nous, on s'est inscrits dans la même logique là. Depuis 2010... Qu'est-ce qui a changé? La tête a changé, mais des personnes continuent de perdre la vie à cause des manifestations. Des citoyens, des activistes des droits de l'homme continuent à être emprisonnés parce qu'ils ont décidé de manifester, parce qu'ils sont une sorte de contre-pouvoir. Il faudrait que ça change. Je pense que le CNRD est en train de s'attirer, je pense, des ennemis ou bien de se ternir l'image pour rien du tout. Pour rien du tout. Par rapport aux manifestations, par exemple, il suffit juste d'encadrer. Nous savons que quand quelquefois c'est encadré, je ne cesserai jamais de rappeler le cas de Gassama. Les grandes gueules accompagnent les manifestants. On a vu Gassama marcher de Amdalaï à Bambeto, avec encadré par des manifestants. Pourquoi n'a-t-il pas été agressé à l'époque? On suppose que les manifestants agressent. Nous savons que ça se passe. Nous savons qu'il y a des gens qui profitent des manifestations pour agresser des citoyens, pour casser leurs véhicules, pour prendre leurs biens. Mais ces gens-là, il faut les interpeller. C'est la loi qui doit agir sur ces gens-là. L'État, il faut utiliser le bâton et la carotte. Le bâton pour, par exemple, ceux qui n'obéissent pas. Par exemple, ces gens qui agressent d'autres personnes, paisibles citoyens, qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Mais vous les arrêtez, vous les jugez et vous les condamnez. Mais vous ne les tuez pas. Parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un juste parce qu'il a cassé quelque chose. Il y a la loi qui est là, qui dit que quand vous cassez un bien, voilà, de façon parallèle, ce que vous devez subir. Mais vous ne pouvez pas utiliser l'arme contre vos citoyens parce que juste ils ont manifesté ou bien parce que juste ils ont brûlé des pneus. Brûler des pneus, mais arrêtez-les parce qu'ils sont en train de dégrader la chaussée. Mais jugez-les et condamnez-les, mettez-les en prison pour le temps qu'il faut. Mais si vous ôtez la vie à une personne, qu'est-ce qui vaut une vie? Rien ne vaut la vie, Lamine. Évidemment, Moussa Yoruba. Allez, un complément d'information de donner la parole à Jiba. Je voulais quand même préciser ceci. Je pense que c'est finalement pourquoi on s'éternise sur ce débat. Moi-même, j'ai travaillé comme consultant pour une organisation internationale ici, dans le cadre d'une étude. Donc, je sais comment ça fonctionne. Quand ils arrivent,
Lamine, quand tu es un expert international, tu arrives dans une localité et que vous n'avez par exemple pas de représentation locale, vous êtes obligé de collaborer. Ouais. Soit, vous avez deux options. Ou vous recrutez un consultant local qui connaît mieux, c'était le cas chez moi, ou vous allez vers votre représentation locale qui va vers ses partenaires de mise en œuvre. Bien. Dernièrement, le NDA, ça nous a échappé. Le NDA avait un atelier de formation ici à l'hôtel Kaloum. Lamine, savez-vous que le département de Morikondé a interdit, il a failli supprimer cette organisation? NDI. Oui, le NDI. Pour la simple raison qu'ils ont des limites. Il y a des endroits fautifs. Il y a des endroits où ils doivent... Il y a des niveaux d'intervention. En matière de développement, en matière d'intervention. Il y a des niveaux d'intervention qu'il faut observer. Donc ça se passe de cette façon. Je pense que c'est inutile de questionner cela. En réalité, c'était la présence de l'IRI. En réalité, c'était une activité de l'IRI. Nous avons tous déjà travaillé, on sait comment ça fonctionne. Et je veux terminer. C'est IRI en réalité qui avait... Je veux terminer en disant que moi, en fait, je lis un rapport. Je le rends. Mais j'ai le droit de lever mes réserves là-dessus. Hey, allez dans les classes d'université. Pourquoi parle-t-on d'objectivité et d'intersubjectivité? Parce que peu importe celui que vous avez en face de vous, qui vous donne un propos, qui vous donne un avis, c'est d'abord un être humain. Bien. Mu par des schèmes de rationalité, mais aussi avec des préférences et des partis pris. Les grandes gueules. Ce qui l'aide à se dégager de cela, c'est bien un ensemble d'outils qu'on a. Bien. Donc, Lamine, moi, c'est pourquoi je suis toujours surpris par les rapports, notamment des Nations Unies, qui disent toujours l'État est fautif, l'État a fait ça, l'État a fait ça. On ne dit jamais, tel que nous, on est capable de le faire et de l'observer, qu'il y a de graves violations et de violences, lors des manifestations. Oui, mais il y a un élément. Pourquoi? Et c'est l'erreur. Permets. En termes d'accompagnement, juste cette s'il y avait une ligne, je veux terminer avec ça. Il y a un principe qui ne comprend pas quand on parle de violation de droits humains. Lamine. Les privés, les personnes physiques, personnes physiques ne peuvent pas se rendre coupables de violation de droits humains. C'est un délit qui est reproché aux États. Qui viole les droits humains? Voilà. C'est l'État qui viole les droits humains. Voilà pourquoi c'est des rapports qui s'adressent aux États. Je le comprends parfaitement. Voilà. Mais lorsque des manifestants, tenez-vous bien, la dimension est tellement simple que ça allait même aider les États. Imaginez les Nations Unies qui introduisent une recommandation à l'intérieur d'un tel rapport pour dire qu'il faut déployer des ressources, notamment humaines et financières, pour une meilleure éducation citoyenne des manifestants. Ça, c'est de l'argent et c'est des projets pour les Guinéens. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Ça ne figure jamais. Allez-y, Quand vous êtes face à cela, vous vous posez quand même la question de comment est-ce que les rapports sont alimentés. Et n'allez pas me dire que quand c'est les Nations Unies, c'est défait de tout parti pris. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je sais comment ça fonctionne. Voilà, allez-y mon cher Diba. Oui, sur la question de la subjectivité, même en journalisme, l'objectivité n'existe pas. Ça devient un objectif à atteindre parce que même le fait de choisir le titre d'une édition à la rédaction, à la place du grand public, c'est le moi qui ressort dedans, c'est vous qui choisissez, donc ça devient subjectif. Mais on s'efforce quand même à s'approcher de la vérité, c'est ça en fait le principe. On s'efforce à s'approcher de la vérité. Moi, c'est sur la question de la manifestation. Même nos commentaires sont subjectifs. Justement. Les commentaires de Tamba sont subjectifs. Les notes sont subjectifs. Voilà. Parce que le commentaire est libre. Voilà. Mais il faut le reconnaître à ces ONG-là. Le commentaire est libre. Et bien voilà, on est d'accord. Et les cela n'enlève à rien la crédibilité à ces ONG. Voilà. Non, mais c'est lui. Il va manger encore dans mon temps. Voilà. Le commentaire est libre. Absolument. Mais il ne faut jamais violer les faits. Voilà. Les faits sont là. Qui les a violés? C'est les faits. Amnesty relève les faits. Bien. Dans ce rapport, c'est les faits. Allez-y, voilà. Les faits qui sont là, tu n'as pas attaqué les faits. Il y a des faits qui manquent dans ce rapport. Merci beaucoup. Allez-y, Diba. Allez-y. Voilà. Alors, je disais... Il n'y a que toi qui passe à l'antenne. Je disais... C'est toi qui passes à l'antenne. Je disais, oui, je suis en train de passer à l'antenne. Voilà. Donc, je disais que... Les grandes gueules. L'objectivité devient l'objectif à atteindre pour le journalisme, mais on s'efforce quand même de s'approcher de la vérité, de la dire, parce que c'est ce qui nous identifie par rapport aux autres.
Alors, Lamine, sur la question de la manifestation, depuis le 13 mai, si vous lisez ce rapport de Amnesty, depuis le 13 mai, vous vous souvenez, il y avait un communiqué qui avait été fait par le CNRD interdisant toute manifestation jusqu'aux élections à venir. Vous savez, aux campagnes. Jusqu'aux campagnes présidentielles. Je suis d'accord qu'il y a ce qu'on appelle, l'État a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Lorsque l'État suppose qu'une manifestation peut dégénérer ou porter atteinte à l'équilibre de la société, la loi autorise l'État à interdire la manifestation. Mais lorsqu'on tombe dans une démarche d'interdiction systématique de manifestation, là on est dans une violation des droits humains. Vous prenez par exemple la charte de la transition, puisqu'on ne peut pas dire un vide juridique, si la constitution n'existe pas, la loi c'est les hommes, vous trouvez une disposition pour vous cadrer. C'est pourquoi il y a les chartes de transition qui fait quand même office de constitution lors de la transition. Vous avez l'article 8 quand même, que eux-mêmes ils ont rédigé, qui dit que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Je pense que lorsqu'on a dit ça, il faudrait être avec l'esprit de la loi. Avec l'esprit de la loi. Je pense qu'aujourd'hui, je ne crois pas le fait d'interdire systématiquement les manifestations, c'est vouloir se mettre à l'abri. Vous savez, il y a le système démocratique, mais il y a aussi la politique. Parce que la politique voudrait que lorsque vous avez pris le pouvoir dans une situation assez trouble, il faut le consolider. Il faut éviter les levées de boucliers dans vos rangs et ceux qui sont en face. Mais à un moment donné, il faudrait accepter de s'ouvrir et d'accepter les manifestations, de les encadrer. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement sur RFI lorsqu'il disait qu'en Guinée, il dit la réalité est que les manifestations ne sont pas interdites sur l'ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur une partie du territoire, notamment sur des axes qui sont liés à beaucoup de violences. Les grandes gueules. C'est encore plus grave. Garder le dire, parce que c'est comme si il y a une liberté pour les hommes, mais pas pour les autres. Et quelle que soit une portion du territoire, il faudrait que l'État soit à même d'autoriser les manifestations et de les encadrer. Maintenant, s'il y a des menaces de soubresaut et de violence, ça, il faut interdire. Ça, l'État, quand même, la loi les garantit ça. C'est de part et d'autre. Maintenant, sur les détentions, Lamine, puisque ça, c'est sur les manifestations. Un jour avant chaque manifestation, personne n'ose occuper justement, ça, c'est une réalité. Nous tous qui sommes là. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faudrait trouver une approche. Il faudrait trouver une réalité. Il faut qu'on dise ça. Pour réfléchir à ça. D'un côté, il faut autoriser les manifestations, mais si l'État constate qu'il y a des menaces de soubresaut et que ce qui va se passer, ça peut porter un coup dur à l'équilibre social, la loi les conforte ce droit quand même de pouvoir interdire une manifestation. Bien. Sur les détentions, puisque le rapport aussi parle des détentions, Lamine, vous savez, au niveau de la maison centrale, tout récemment, il y a le ministre Wright, tout comme Gassama l'avait fait, Cheikh Sako l'avait fait, ils ont tous sillonné les maisons de détention. Le rapport, il n'est pas reluisant parce qu'au niveau de la maison centrale, une maison de détention qui a été construite pendant la période coloniale pour une capacité d'accueil de 300 détenus, aujourd'hui on est autour de 1500. Vous vous souvenez, rien qu'en 2017, avec un rapport qui avait été fait par Terre des Hommes, disait qu'à l'époque on était autour de 1000. 2017, imaginez-vous, en 2017 on est déjà autour de 1000. Donc aujourd'hui ça veut dire que le nombre il a de plus en plus grossi. Ça c'est une deuxième chose. Au niveau de la maison centrale de Conakry, la maison centrale est composée de 3 principaux bâtiments. Vous avez un pour les condamnés, un pour les prévenus et le couloir central pour les adultes et tout. Et aussi les ateliers. Sauf qu'aujourd'hui, les ateliers n'existent plus parce que avec la surpopulation carcérale, les ateliers ont été transformés en des cales, en des maisons de détention. Donc aujourd'hui, il y a un problème de promiscuité, il y a l'alimentation qui laisse à désirer. Donc tout cela a été ressorti dans le rapport. Et sans oublier aussi l'autre question, c'est le principe de séparation des adultes et des mineurs. Ce n'est pas respecté. Il y a aussi le principe de séparation des prévenus et des condamnés. Le principe de la présomption d'innocence est sacré. Mais si des condamnés et des prévenus se retrouvent dans les mêmes cales,
Ça veut dire là, on est face à un problème de violation des droits humains. Donc, le rapport survole tout cela. Je pense que ça peut être une sorte de bréviaire, d'outils permettant à l'État aujourd'hui de pouvoir corriger certaines choses. Sur la question des manifestations, je suis d'accord. À un moment donné, il faut commencer à s'ouvrir sur cette question, mais aussi évacuer rapidement les questions des détentions. Parce que vous avez quand même les Fonike Menguer, vous avez Bilo, vous avez Ibrahim Diallo, mais aussi les détenus, les autres acteurs politiques. Je pense que c'est une question sur laquelle il faut se pencher. Et les sans-voix aussi. Et les sans-voix, évidemment, les personnes lambda. Parce qu'il y en a tellement dans les prisons que c'est juste incroyable. Aujourd'hui, avec cette surpopulation carcérale, il faut se pencher sur ces questions-là parce que nous renvoyons quand même une bonne image de la Guinée. Une fois encore, je suis d'accord qu'il faut accepter les manifestations, mais c'est une obligation ou un droit aussi pour l'État. Si on suppose que ces manifestations peuvent amener vers un trouble, il est de la responsabilité de l'État aussi de les interdire. Merci. Donc c'est ça en fait ce que la loi dit, mais acceptons d'évoluer, de faire évoluer le système démocratique, de s'ouvrir aux idées des autres, parce que c'est notre différence en fait qui crée notre richesse. Évidemment. Ne pas dire que nous systématiquement nos différences créent nos richesses. Nos richesses, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup Diba. Allez-y, pour clore en une minute s'il te plaît, Jacques, le temps peut-être de revenir, je ne sais pas. D'accord. Comme tu veux. Voilà. Alors, rapidement sur d'abord le débat qu'il y avait ici sur la crédibilité qu'on peut accorder sur les GNG. À un rapport d'ONG ou pas. Je pense que lorsque vous êtes dans une situation conflictuelle, comme c'est le cas souvent en Guinée, vous êtes obligé, en tout cas, de prendre en compte tous les aspects. Même si on dit, on parle des droits humains, et c'est seulement l'État qui peut se rendre responsable des violations des droits humains. Mais lorsque, comme ce fut le cas sous la bataille contre le troisième mandat, lorsqu'il y a eu des gendarmes qui ont été tués du côté comment on appelle ça, de Symphonia, et que Amnesty International ait produit un rapport au même moment sans mentionner cela, ça par exemple, ça a été relevé. Parce que ça ne coûte rien. Vous pouvez le dire, vous avez quand même constaté cela, même s'il y a des violations des droits humains de l'autre côté, mais il y a quand même des gendarmes qui sont aussi des êtres humains qui ont été tués. Je crois que c'est la même chose qui revient très souvent. Et du côté des ONG de défense des droits humains, cet effort-là peut être fait. Bien. Pour prendre en compte, si vous voulez, les violations qui sont les violations des droits civils et politiques qui sont de la responsabilité souvent des organisateurs des manifestations et même des manifestants. Il y a également une autre question, si vous voulez, on revient là-dessus. On reviendra dessus, mon cher Jacques, évidemment. La question environnementale, je crois que ça, c'est une préoccupation. On reviendra là-dessus avec vous, mon cher Jacques Liwalino. Eh bien oui, on parle de cette affaire ce matin, mesdames et messieurs. Affaire Blandine, le procureur ignore-t-il une décision de justice? On me pose cette question ce matin. Bagba Nestor Guilavogui, le père donc de Blandine, pousse un cri de cœur ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. Et puis, nous allons partir du côté de Kankan. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Kankan? Eh bien, c'est le meute de ce côté, évidemment. Nabé sera avec nous en direct ce matin dans notre émission. On revient à 10h. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV avec Mafata Sano à la réalisation. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Malisila Poutine, Amadou Sow réalise cette émission ici à la radio. La Guinée se souvient encore de cette image macabre. Le corps d'une fillette ligotée et glissant donc sans vie dans la préfecture de Macenta. Blandine, âgée de seulement 8 ans, avait été violée, ligotée et jetée donc dans un puits par des malfaiteurs non encore identifiés. Depuis, sa famille est bouleversée. Les épouses de son père croupissent toujours en prison malgré 2 actes de justice donc contraires pris donc à Macenta et à Kankan. Rien n'y fait. Bagba Nestor Guilavogui, le père donc de Blandine, pousse un cri de cœur ce matin chez les GG. Vous allez l'entendre, mesdames et messieurs. Et puis, nous allons faire aussi un saut du côté de Kankan, d'où nous attend donc Ahmed Sekounabe, évidemment. Qu'est-ce qui se passe-t-il du côté de Kankan? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis, on reviendra longuement d'ailleurs sur ce rapport de l'Amnesty. Il faut le rappeler, droits humains en Guinée, mon cher Jacques. Vous avez la parole, donc on continue évidemment
à analyser, à comprendre exactement, mon cher ami, le contenu de ce rapport. Oui, j'étais donc en train de parler déjà, de donner mon avis sur ce débat qu'il y avait autour de la crédibilité à accorder aux travaux faits par les ONG. Je disais, il suffit juste d'un petit effort de la part des ONG de prendre en compte un certain nombre de faits. On ne dit pas qu'il faut rendre responsable les citoyens de la violation des droits humains. Ouais. Mais lorsqu'il y a un certain nombre de faits que vous constatez qui sont en lien avec la violation des droits civils et politiques, vous le mentionnez. Évidemment. Parce que si vous ne le mentionnez pas, et bien entendu, pour le gouvernement, c'est comme si vous étiez en train d'agir à sens unique. Et ça n'aide pas davantage à construire un état de droit. Parce que une fois que l'État vous prend pour une ONG militante politique, vous n'avez plus, si vous voulez, vous n'êtes plus audible. Non seulement crédible, en même temps audible. Oui, ni audible ni crédible. On a vu avec le régime Condé ici. Ça, c'est juste une suggestion qu'il faut faire. C'est la difficulté là que Amnesty et puis Human Rights Watch ont eu à un moment donné ici avec le gouvernement. Je soulignais aussi la question du droit de l'environnement qui est aujourd'hui une préoccupation parce que généralement quand on parle de la violation des droits humains, on a tendance à mettre en avant seulement la question, si vous voulez, des manifestations ou la violation des droits. Les grandes gueules. Les libertés politiques. Oui. Mais aujourd'hui, si vous voyez la façon dont les activités minières sont en train de détruire notre environnement et donc de jouer davantage sur notre économie avec la paupérisation des populations qui sont directement impactées par ces activités-là, vous vous dites qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et puis se poser de bonnes questions. Moi, je veux que du côté de l'État, qu'on prenne en compte cette situation lorsqu'il y a des recommandations de ce genre. Parce que lorsque les droits environnementaux sont violés, comme c'est le cas à Fria à un moment donné, où Russal, se comportant en Rennes, avait refusé même de recevoir les cadres du ministère de l'Environnement, partis constater les dégâts causés par la fumée blanche, la poudre blanche qui sortait de l'usine et qui était inhalée au quotidien par les populations. Je m'étais dit qu'il y avait un problème. Parce que là, vous avez une compagnie qui se donne le droit de faire tout ce qu'elle veut. Ben oui. C'est la même chose pas qu'à Fria, on se rappelle aussi. Je parle de Fria pour l'usine, mais ce qui se passe à Bokeh aussi, ce qui se passe à Sigiri, partout où les sociétés s'installent, il n'y a pas de respect des droits élémentaires. Les grandes gueules. Si vous voulez, l'environnement. Et là, c'est sur une longue durée. Ouais. C'est sur une longue durée. La liberté politique, d'accord, on peut s'arranger un jour, ça va aller. Mais lorsqu'on a détruit un environnement et que les gens n'ont plus la possibilité d'exercer des activités économiques leur permettant de vivre décemment, je crois que ça, c'est sur une longue durée et ça doit être condamné. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore une action judiciaire engagée contre des gens qui détruisent l'environnement dans notre pays. Je ne vois pas pourquoi on laisse cela tomber, parce que tout simplement l'État est tout à fait derrière et ne voit pas la nécessité d'agir là-dessus et c'est vraiment dangereux. Oui, c'est très dangereux.